partage d'écran encore un. Ah bah Voilà, voilà. ça y Mmh. est, c'est bon. Oui, c'était pour ça, j'avais pas bien c'est beau, ça devrait être bon maintenant. Oui, c'est Et bon. par contre, là, je crois qu'il y a là, vous voyez? Oui, oui, on voit, on Ah voit. oui, voilà, OK, parfait. On vous écoute. Et donc, on a choisi de vous présenter aujourd'hui, les troubles de l'attachement et l'insensibilité émotionnelle et de faire un focus sur le diagnostic différentiel. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que vous le verrez, dans les deux cas, il y a une histoire de maltraitance et de négligence. Et d'un point de vue clinique, c'est une question qui n'est pas encore très claire de savoir précisément le diagnostic différentiel entre ces deux troubles. Alors moi, je vais commencer par vous réintroduire rapidement la notion de trouble de l'attachement et puis je laisserai la parole à ma collègue Morgane qui vous présentera l'insensibilité émotionnelle. Alors, le focus sur les troubles de l'attachement pour commencer. Donc les troubles de l'attachement, c'est un trouble c'est une question qui est étudiée de plus en plus dans la littérature depuis une petite dizaine d'années et en fonction des différents manuels de diagnostic, les définitions du trouble de l'attachement sont variables. Donc je vais vous présenter la définition telle qu'elle est mise en évidence dans le DSM-5. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir parler d'abord, comment est-ce qu'on fait la différence avec un profil d'attachement? Il y a souvent une confusion entre les termes. On va entendre dans la pratique clinique évoquer le terme trouble de l'attachement au même titre que profil d'attachement, style d'attachement, sans qu'il y ait vraiment une différence claire qui soit établie. Or, quand on est en présence d'un trouble de l'attachement, on est vraiment en lien avec une pathologie, alors qu'un profil d'attachement, on en présente tous un à tout le moins. Donc, c'est vraiment une différence très, très importante, c'est le niveau psychopathologique. Et évidemment, quand on est dans la psychopathologie, le trouble de l'attachement, c'est un trouble qui est quand même très peu fréquent et donc évidemment qui va rendre difficile son analyse et aussi la question de l'évaluation, on y reviendra aussi aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à mieux comprendre puisque rare à observer et en plus, vous le savez aussi à quel point c'est dans des contextes très difficile, dans les populations très difficiles où on va avoir plus de chances de pouvoir mettre en évidence un trouble de l'attachement. Alors, aussi une différence importante, c'est qu'un profil, c'est vraiment ce qui va caractériser l'histoire d'une relation entre un enfant, par exemple, et son donneur de soins, sa figure d'attachement. Alors qu'un trouble de l'attachement, c'est vraiment plus de l'ordre du fonctionnement de l'enfant, indépendamment d'une relation particulière. Et donc, la difficulté du trouble, c'est qu'il y a eu une difficulté dans l'établissement d'un lien, une grosse difficulté dans l'établissement d'un lien avec au moins une figure d'attachement. Alors, le profil désorganisé est celui qui est évidemment plus proche dans le continuum, si on situe les profils d'un côté et les troubles de l'autre. Le profil désorganisé est probablement le profil qui est le plus proche d'un trouble de l'attachement, puisqu'il y a des similarités comportementales avec des désorganisations, parfois des comportements punitifs ou des comportements soignants excessifs. Mais après, il y a aussi des différences, puisque le profil désorganisé peut impacter le fonctionnement de l'enfant, mais pas aussi fort qu'un trouble de l'attachement. Alors, pour pouvoir parler d'un trouble, ce qui est très, très important, c'est de se souvenir qu'il doit vraiment y avoir, à un moment donné et spécifiquement au début de la vie, une absence d'une figure d'attachement principale, disponible et sensible à qui s'attacher. Donc, un trouble de l'attachement n'est pas lié à des caractéristiques propres à l'enfant, mais plutôt à une histoire de vie qui commence mal, pourrait-on dire, ou en tout cas simplifier. Donc, quels sont les contextes qui vont être des facteurs de risque pour voir apparaître un trouble de l'attachement? C'est tous les contextes avec des enfants qui sont abandonnés ou placés dans des institutions sans figure d'attachement principale. Des enfants qui vivent des ruptures répétées avec plusieurs figures d'attachement. Donc, par exemple, ces enfants qui vont changer de famille d'accueil, passer en pouponnière, en famille d'accueil, revenir dans la famille biologique, retourner en pouponnière et en famille d'accueil. Des relations aussi avec une figure d'attachement qui démontre un désintérêt persistant à répondre aux besoins de l'enfant et donc dans des situations de négligence grave, de négligence manifeste, un maternage insuffisant ou un excès de maternage aussi, une négligence précoce grave et évidemment tout ce qui est lié à la maltraitance, aux abus aussi bien psychologiques, physiques et sexuels. Donc ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'on puisse ensuite
envisager un trouble de l'attachement si l'enfant présente des symptômes qui nous y font penser, évidemment. Alors, le premier trouble dont on va parler aujourd'hui, c'est le trouble réactionnel de l'attachement. Alors, ce trouble a comme caractéristique principale que l'enfant va présenter des comportements inhibés et de retrait relationnel. Donc, c'est des enfants qui vont chercher, qui vont très peu chercher le réconfort quand ils sont en détresse. Et si on leur propose du réconfort, c'est des enfants qui vont ne pas répondre favorablement à cette sollicitation-là, qui vont vraiment rester dans un retrait émotionnel très important et qui va avoir souvent pour effet de déstabiliser la personne en face, la figure d'attachement, si telle est sa fonction. Et suite à ça, on observe aussi des perturbations sociales et émotionnelles qui sont persistantes, comme une diminution de la réactivité sociale et émotionnelle à autrui, donc des enfants qui peuvent vraiment sembler très indifférents au bien-être d'autrui, voire même relativement froids. Et vraiment dans cette idée de retrait émotionnel, les émotions positives sont aussi très très peu exprimées. Donc c'est des enfants qui semblent vraiment neutres, qu'on peut qualifier de neutres entre guillemets. Mais parfois, il y a des moments où ça explose, où ils sont extrêmement irritables et ils sont dans des émotions très fortes de tristesse ou de crainte, sans que nécessairement le contexte puisse expliquer l'intensité de cette réaction émotionnelle. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans ces cas-là, il y a très souvent des carences graves dans les soins. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à l'origine du trouble. Et une hypothèse explicative à l'heure actuelle, c'est de se dire, est-ce que finalement, ce ne serait pas un indice que la relation d'attachement discriminée ne s'est pas mise en place chez ces enfants-là? Et donc, qui n'ont jamais expérimenté la relation d'attachement telle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, et qui est vraiment un gros déficit dans le moment du développement de l'enfant où cet attachement est censé se mettre en place de manière discriminée. Alors, c'est très important aussi de faire le diagnostic différentiel avec le trouble du spectre autistique, où on pourrait reconnaître certaines caractéristiques, mais évidemment, le trouble du spectre autistique a des caractéristiques spécifiques qu'on ne retrouvera pas chez l'enfant avec un trouble réactionnel de l'attachement. Et dans certains cas, il est vrai qu'on doit passer par déjà des espèces de prémices d'intervention pour finalement se dire, OK, ce n'était pas un trouble du spectre autistique, mais c'était probablement davantage un trouble réactionnel de l'attachement. Alors évidemment, il y a une borne d'âge et il faut savoir que les troubles réactionnels de l'attachement ne sont pas observés régulièrement, même dans les populations sévèrement négligées, c'est moins de 10% des enfants. Alors, un petit cas clinique pour illustrer ça, donc un petit garçon, Théo, qui est âgé de 7 ans, qui est né prématurément et qui, dès sa naissance, a été sevré aux opiacés et qui, suite à des négligences parentales graves, est placé en pouponnière à l'âge de 5 mois, après avoir été recueilli quelques semaines par des voisins. Donc là, on compte déjà au moins 2 ruptures avec des figures d'attachement, les parents biologiques, les voisins qui ont récupéré l'enfant, et puis Théo est placé en pouponnière. À l'heure actuelle, Théo continue à rencontrer ses parents, mais des éducateurs décrivent un enfant qui ne cherche pas le réconfort et qui l'accepte très rarement, un des critères du TRA. Et quand on parle de son état émotionnel, on se rend compte que c'est un petit bonhomme qui est empreint de mauvaise humeur, de tristesse et d'indifférence. Et les éducateurs rapportent que Théo peut être irritable sans raison apparente. Face à une difficulté, il a tendance à se débrouiller seul ou à ne pas se sentir concerné. Alors, je précise que ce n'est pas un cas clinique que j'ai inventé pour faire correspondre aux critères du TRA, mais c'est un cas clinique rencontré dans une pouponnière belge par une mémorande qui a travaillé cette question du trouble de l'attachement. Alors, l'autre trouble qui est actuellement présent dans le DSM-5, c'est le trouble de désinhibition du contact social. Et donc ça, c'est vraiment des enfants qui ont des caractéristiques de fonctionnement lorsqu'ils entrent en interaction avec des adultes inconnus. C'est des enfants qui sont qui sont très vite à rentrer dans un contact privilégié avec une personne qu'ils ne connaissent absolument pas, qui peuvent avoir des comportements verbaux ou physiques excessivement familiers. Moi, je me souviens d'avoir un jour rencontré une petite louloute lors d'une consultation. Je la connaissais depuis moins de 2 minutes, puisque j'avais été la chercher dans la salle d'attente et je l'amenais avec sa figure d'attachement dans le lieu où on faisait la consultation. Et en moins de 2 minutes, cette petite louloute avait fait le tour et était venue se mettre sur mes genoux. Là, évidemment, je ne pouvais qu'avoir des voyants en me disant « Oh, oh, toi, tu as quelque chose de particulier dans la façon dont tu rentres en relation. » Et donc,
aussi dans les caractéristiques, c'est des enfants qui ne demandent pas l'accord d'un adulte avant d'explorer leur environnement, même dans des lieux inconnus. Donc, ils sont très vite à l'aise dans des contextes où un enfant qui ne présente pas ces caractéristiques serait quand même un petit peu sur la vigilance à tout le moins. Et donc, c'est des parents qui peuvent dire, moi, je suis inquiète parce que j'ai l'impression que mon enfant, n'importe qui passerait dans la rue et dirait, viens avec moi, j'ai des bonbons, viens, on va voir le chat, qui partirait très vite sans même se retourner pour avoir la validation de l'adulte l'adulte qui est responsable de lui. Alors, c'est important de distinguer aussi cette caractéristique comme n'étant pas de l'impulsivité. C'est vraiment lié à un comportement social qui est totalement désinhibé. À nouveau, on est dans l'histoire de vie de cet enfant. On va se rendre compte qu'à un moment ou à un autre, il y a eu un manque de soins à l'origine du trouble et que pour qu'on puisse parler d'un trouble, il faut au moins que l'enfant ait un niveau de développement d'au moins 9 mois. Alors, c'est un trouble qui actuellement est considéré comme un trouble de l'attachement, mais il y a des discussions qui peuvent être faites sur est-ce qu'on ne devrait pas davantage le considérer comme un trouble du comportement social et pas spécifiquement de l'attachement. Mais pour l'instant, il est considéré comme un trouble de l'attachement parce que c'est vraiment en lien avec l'histoire de vie, avec la figure d'attachement principale. Avec le recul qu'on a actuellement sur ce fonctionnement, certains auteurs ont tendance à penser qu'on pourrait appeler ça des comportements d'attachement indiscriminés. Donc ça, un enfant qui, étant donné son histoire de vie, a un peu développé ce qu'on va appeler un attachement à choix multiples. C'est ne sachant pas très bien sur qui je peux vraiment compter, je vais m'offrir la possibilité d'avoir un peu des backups. Donc si ma figure d'attachement principale, c'est telle personne, mais qu'elle ne réagit pas toujours ou de manière adéquate, et ou qu'elle ne réagit tout simplement pas, ben moi, je garde d'un point de vue purement adaptatif, puisqu'on n'oublie pas qu'à la base des comportements d'attachement, c'est vraiment la fonction de survie, de protection de l'individu, donc qui stimule ces comportements d'attachement, ben ces enfants-là, c'est comme s'ils avaient gardé cette fonction adaptative extrêmement forte, et que donc, même s'ils établissent une relation d'attachement sécure, ce qu'on peut observer chez certains avec une figure d'attachement particulière, ils vont continuer à garder cette possibilité d'attachement à soi multiple. C'est un trouble qu'on peut, par exemple, observer chez des enfants qui ont été adoptés. Donc, on peut mettre en évidence qu'ils établissent une relation sécure ou autre avec leurs parents adoptifs, mais malgré ça, ils continuent à avoir cette espèce de comportement d'attachement indiscriminé, cette espèce d'attachement à choix multiples. Voilà, alors à nouveau, un petit cas clinique pour illustrer ça. Donc, une petite Emma qui a 6 ans. Ses parents ont été considérés comme fragiles sur le plan psychologique et ont été fréquemment hospitalisés en psychiatrie. Donc, elle a été placée en pouponnière à l'âge d'1 an et demi. Et puis, elle a été admise dans une autre institution 2 ans plus tard où elle a retrouvé ses 2 grandes sœurs. Donc, elle a été coupée de ses parents, coupée de ses sœurs, placée en pouponnière, placée dans une autre pouponnière et puis de nouveau en lien avec ses grandes sœurs. Et actuellement, cette petite rencontre toujours son papa. La maman n'honore plus ses rendez-vous et par contre, la petite Emma est décrite par les éducateurs comme une petite fille vraiment sans gêne, qui peut être très collante, voire même intrusive avec des personnes qu'elle ne connaît pas et qui est vraiment un enfant sur laquelle il faut rester très très attentif parce que dans des endroits inconnus, elle part très vite, elle s'éloigne très vite du groupe et il faut vraiment rester vigilant parce que parfois on ne sait plus où est partie Emma. Voilà, je laisse la parole à ma collègue. Oui, merci Marie. Donc, je vais définir brièvement ce qu'est l'insensibilité émotionnelle chez l'enfant, qui est par ailleurs le sujet de ma thèse. Alors, tu peux passer, Marie, les dias? Ah oui, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc, c'est un phénomène qui se retrouve dans la littérature anglophone sous le nom de Callous Unemotional Traits, qu'on a décidé de traduire par insensibilité émotionnelle. Et l'étude de l'insensibilité émotionnelle dérive de l'étude de la psychopathie chez l'adulte. Donc, en fait, il y a environ une trentaine d'années, certains chercheurs ont commencé à s'interroger et essayer de voir, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des prémices de la psychopathie durant l'enfance? Et ils se sont rendus compte que c'était particulièrement la facette affective de la psychopathie, ce qu'on a appelé insensibilité émotionnelle, qui était particulièrement présente chez l'enfant et qui permettait en fait de définir un sous-groupe d'enfants parmi les enfants avec troubles du comportement.
Et ce sous-groupe d'enfants donc, qui présentent insensibilité émotionnelle et troubles du comportement présenterait des caractéristiques particulières et serait notamment plus à risque de développer des comportements antisociaux graves et persistants, et aussi de développer de la psychopathie à l'âge adulte. Alors, en conséquence de quoi, l'insensibilité émotionnelle a été inclue dans le DSM-5 comme spécificateur du trouble des conduites. Marie, est-ce que tu peux passer la dia, s'il te plaît? Merci. Ce spécificateur s'appelle avec émotion prosociale limitée et peut être défini par 4 critères. Alors, le premier, c'est l'absence de remords ou de culpabilité. Donc, les enfants avec insensibilité émotionnelle ne vont pas nécessairement se sentir coupables lorsqu'ils ont un comportement jugé inadéquat. C'est aussi des enfants qui vont peu réagir à la punition. Alors, on retrouve aussi chez ces enfants un déficit d'empathie, et particulièrement l'empathie affective, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont pouvoir, dans certains cas, comprendre les émotions d'autrui, mais par contre, ils ne vont pas les ressentir. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve également dans la psychopathie à l'âge adulte. Le troisième critère, c'est une insouciance vis-à-vis de la performance. Donc, ce sont des enfants qui ne vont pas se soucier de bien faire. Ça va particulièrement se retrouver dans le domaine scolaire. Et alors, le dernier critère, c'est une superficialité ou déficience des affects. Ça veut dire que ce sont des enfants qui vont moins bien reconnaître les émotions d'autrui, particulièrement la peur et la détresse. Ils vont aussi moins les ressentir, c'est-à-dire que l'activité physiologique est moindre, et ils vont également moins y répondre. Alors, tous ces éléments pourraient être liés notamment au fait que les enfants avec insensibilité émotionnelle vont moins regarder la zone des yeux chez les autres, les yeux étant importants pour la reconnaissance des émotions. Voilà. Alors, au niveau de la prévalence, c'est un phénomène qui est assez rare dans la population générale, donc on parle entre 2 à 7%. Par contre, elle serait de 10 à 50% chez des enfants avec troubles du comportement. Donc, je l'ai dit, c'est un important facteur de risque pour la psychopathie, et donc ça appuie l'importance de mieux comprendre le phénomène afin de pouvoir intervenir de la manière la plus adaptée possible et le plus tôt possible pour éviter une trajectoire développementale qui pourrait mener potentiellement à la psychopathie. Alors, d'où vient l'insensibilité émotionnelle? Certaines études mettent en évidence que les facteurs génétiques seraient prépondérants. Ce serait particulièrement le cas chez les garçons. Et alors, il y aurait également une influence de facteurs environnementaux tels que la parentalité, qui pourrait être soit un facteur de protection, soit un facteur de risque, selon qu'elle soit plutôt dite positive, chaleureuse, ou plutôt négative avec de la discipline sévère, dure, etc. On retrouve également une interaction entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux. Alors, ceci étant dit, actuellement, on voit une nouvelle distinction qui apparaît dans la littérature et qui permet de distinguer 2 variantes d'insensibilité émotionnelle suivant la présence ou non d'anxiété. Alors, on a tout d'abord l'insensibilité émotionnelle primaire, dans laquelle on ne retrouve pas de l'anxiété, donc on a juste de l'insensibilité émotionnelle et des problèmes de comportement externalisés. Alors, cette variante serait, elle, dite plutôt innée, donc avec des facteurs génétiques prépondérants, comme je le disais juste avant. Donc, quelque chose qui serait très tôt présent dans le développement de l'enfant, avec une faible réaction au stress et un déficit stable de la réponse émotionnelle face à la détresse d'autrui. Donc, c'est ce qui était dans les critères du DSM. Et de l'autre côté, on a la seconde variante, donc appelée la variante secondaire, où là, on retrouve de l'insensibilité émotionnelle et de l'anxiété, et qui, elle, est considérée comme quelque chose de plutôt acquis. En fait, ce serait un mécanisme adaptatif suite à des expériences traumatiques telles que la maltraitance. Et donc, on peut penser que l'enfant se couperait involontairement de ses propres émotions et de celles d'autrui pour faire face à cet environnement adverse.
Alors, cette variante possède un tableau clinique plus sévère. Ça veut dire que les enfants vont présenter plus de comportements agressifs, plus d'impulsivité et plus d'affects négatifs tels que la colère que dans l'insensibilité émotionnelle primaire. Donc, on voit que c'est une distinction qui est essentielle parce que c'est deux types très différents. Or, actuellement, c'est encore très peu pris en compte dans la littérature et dans les études. Alors, l'objectif de ma thèse, c'est d'investiguer un peu les associations entre insensibilité émotionnelle et attachement. Alors, il y a actuellement peu d'études qui ont investigué ce lien et leurs résultats sont mixtes. Ce qui ressort dans plusieurs études, c'est quand même qu'il existerait un lien entre insensibilité émotionnelle et le profil d'attachement désorganisé chez l'enfant. Par contre, ces études n'ont pas pris en compte la distinction entre les deux variantes. Or, une de nos hypothèses, c'est qu'il y aurait une différence dans les associations entre attachement et insensibilité émotionnelle selon la variante dans laquelle on se trouve. Et du coup, cette hypothèse s'appuie sur une étude qui a été réalisée chez des adolescents et qui a en effet mis en évidence une telle différence. Donc, de manière plus spécifique, dans leur échantillon, dans leur groupe présentant de l'insensibilité émotionnelle primaire, donc sans anxiété, c'était le profil d'attachement sécure qui ressortait le plus, donc des représentations d'attachement sécure, pour être exact. Alors que le profil désorganisé, donc c'était 53% de l'échantillon qui présentait un profil d'attachement sécure et 19% qui présentait un profil désorganisé. Tandis que dans l'insensibilité émotionnelle secondaire, là, il y avait 45% de l'échantillon qui présentait un profil désorganisé et seulement 7,5% qui présentait un profil sécure. Alors, cela pourrait être mis en lien avec le fait que la maltraitance qui caractérise l'insensibilité émotionnelle secondaire est un facteur de risque pour l'attachement désorganisé, comme on l'a vu durant toute la matinée. Alors, maintenant que nous avons présenté les différents concepts, donc les troubles d'attachement et l'insensibilité émotionnelle, on peut relever différents points communs entre les deux. Oula, mon micro était coupé. Donc, je disais qu'on peut voir des points communs entre les deux. Donc, dans les deux, il y a une histoire de trauma, de négligence, de maltraitance, comme on l'a dit en début de présentation. Il y a aussi des difficultés dans les relations interpersonnelles, avec notamment une froideur, une certaine froideur émotionnelle, comme Marie vous en parlait précédemment. On va aussi retrouver une labilité émotionnelle, dans le sens où oui, ce que j'ai oublié de dire avec cette histoire de micro coupé, c'est que là, je parle plutôt du TRA, donc du trouble réactionnel de l'attachement et de l'insensibilité émotionnelle secondaire, qui sont les deux qu'on peut le plus rapprocher parce qu'il y a justement cette histoire de trauma et de maltraitance. Donc, l'habilité émotionnelle, j'en étais là. Dans le TRA, on va retrouver des épisodes un peu inexpliqués d'irritabilité, etc. Et alors, dans l'insensibilité émotionnelle secondaire, on va retrouver beaucoup d'affects négatifs tels que la colère avec beaucoup d'impulsivité. Ces deux phénomènes sont observables rapidement dans le développement de l'enfant, donc dès la période préscolaire. Alors, il y a une étude qui a spécifiquement investigué le lien entre troubles de l'attachement et insensibilité émotionnelle. Et cette étude a montré que dans leur échantillon, tous les enfants qui présentaient un TRA présentaient également des traits d'insensibilité émotionnelle. Par contre, aucun enfant avec un TDCS, donc un trouble de désinhibition du contact social, donc, il n'y avait aucun enfant qui ne présentait des comportements d'insensibilité émotionnelle. Alors, c'est une étude qui nécessite bien sûr d'être répliquée avec une méthodologie plus robuste et également prenant la distinction entre les variantes d'insensibilité émotionnelle en compte, mais elle est intéressante et elle soulève plusieurs questions, notamment par rapport à ce chevauchement entre les phénomènes d'insensibilité émotionnelle et de TRA.
Alors, nous avons quand même relevé des différences entre les deux phénomènes, ce qui nous fait penser qu'il pourrait s'agir de deux phénomènes distincts, mais avec la possibilité d'une comorbidité. En effet, donc le TRA est lié à la mise en place de l'attachement, avec une difficulté importante dans la formation du lien, ce qui n'est pas forcément le cas de l'insensibilité émotionnelle, ce qui n'est pas un critère majeur en tout cas. Du côté de l'insensibilité émotionnelle, les critères majeurs seraient le manque d'empathie et de culpabilité, qui n'apparaissent pas spécifiquement dans le cas du TRA, des enfants avec TRA. Ensuite, en ce qui concerne l'insensibilité émotionnelle, elle serait quasi systématiquement accompagnée de problèmes de comportement externalisés, ce qui n'est à nouveau pas nécessairement le cas dans le TRA. Les enfants peuvent présenter des problèmes de comportement, mais ce n'est pas systématique. Et enfin, dans le cadre de l'insensibilité émotionnelle, on va retrouver davantage des relations qui vont être instrumentalisées avec une chosification d'autrui, en fait. Donc, les enfants vont se servir des autres. Servir, on s'entend, je ne dis pas que c'est volontaire, mais pour répondre à leurs besoins. Voilà, alors je laisse la parole à Marie. Micro, ouais. Voilà, j'avais éteint mon micro pendant ta présentation, Morgane. Alors, quelles sont les implications de tout ça, surtout sur le plan clinique et aussi sur le plan de la recherche? Déjà, au niveau des implications cliniques, c'est qu'il est évidemment crucial de pouvoir explorer l'empathie dans le diagnostic différentiel, de voir comment l'enfant est capable de prendre la position d'autrui d'un point de vue cognitif et aussi d'un point de vue émotionnel pour explorer cette cognition sociale pour le diagnostic différentiel. L'importance de la prise en charge aussi, parce que c'est des enfants qui en général sont, disons, pas évidents au niveau relationnel à gérer avec leur froideur, leur mise à distance de la relation, leur particularité dans la gestion des émotions. Et donc, un travail d'accompagnement, de soutien à la parentalité nous semble toujours très adéquat, quel que soit le profil de l'enfant. Et dans tous les cas, comme vous avez pu le voir dans la présentation, de prendre soin du trauma que ces enfants présentent. Alors, il y a aussi des choses qui sont des aspects plus méthodaux qui sont liés à l'évaluation. Donc, aussi bien pour évaluer le trouble de l'attachement, les deux types de troubles de l'attachement, que aussi bien pour évaluer l'insensibilité émotionnelle, les outils qui sont à notre disposition sont actuellement très peu nombreux. Donc nous, ici, dans le contexte des travaux de Morgane, elle utilise l'inventaire du trait d'insensibilité émotionnelle, qui est un questionnaire hétéro-rapporté. Actuellement, il ne semble pas exister autre chose que ça. Voilà, avec la question de comment est-ce qu'on peut observer ces comportements d'insensibilité émotionnelle, quel devrait être le design méthodo pour qu'on puisse voir ces enfants avoir ces caractéristiques comportementales. Est-ce qu'on peut, dans quelle mesure est-ce qu'un parent est suffisamment adéquat pour pouvoir expliquer comment est-ce qu'il pense que fonctionne son enfant? Parce qu'ici, dans le fonctionnement de la sensibilité émotionnelle, dans le questionnaire, il y a des questions genre mon enfant, j'ai plus d'exemple, Morgane, mais réagit froidement, mais comment est-ce qu'on sait que l'enfant... Il y a tout un travail cognitif qui est fait dans la gestion des émotions chez les enfants présentant de l'insensibilité émotionnelle, auquel les parents n'ont pas nécessairement accès. Or, dans les questionnaires hétéro-rapportés, on leur demande de se positionner par rapport à ça. On n'a pas encore la possibilité d'évaluer objectivement les comportements d'insensibilité émotionnelle. Donc, il y a des grosses difficultés méthodaux sur la sensibilité émotionnelle. Pareil, du côté du trouble de l'attachement, il y a des interviews semi-structurées qui existent, mais avec une fiabilité, une validité qui peut être questionnée. Un questionnaire qui a été mis en évidence, développé récemment par Sébastien Monette du Canada, qui semble avoir des caractéristiques psychométriques satisfaisantes. Mais voilà, c'est une des premières études qui a validé cet instrument. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire autour de la question de l'évaluation. Et évidemment, tant qu'on n'arrive pas à bien évaluer ces concepts, on est aussi évidemment en difficulté pour les comprendre. Or, pour pouvoir intervenir, il faudrait pouvoir mieux les comprendre. Et aussi, comme on l'a entendu déjà ce matin et comme on l'entendra, j'imagine, pour le restant de la journée, à quel point l'impact de la maltraitance et de la négligence
a un impact sur le développement de l'enfant et évidemment un impact délétère. Alors, j'ai vu passer l'une ou l'autre question sur les pistes d'intervention. Alors, aussi bien pour l'insensibilité émotionnelle que pour les troubles de l'attachement, à l'heure actuelle, il y a encore très peu d'études qui ont mis en évidence des pistes d'intervention prometteuses. Tu peux peut-être compléter, Morgane, pour ce qui est de l'insensibilité émotionnelle. Oui. Alors, de base, les enfants avec insensibilité émotionnelle répondent moins bien aux interventions visant à réduire les problèmes de comportement. C'est aussi pour ça que c'est super important d'investiguer davantage. Autre chose, c'est que dans l'insensibilité émotionnelle secondaire, étant donné que c'est quelque chose d'acquis, peut-être que il y a plus de possibilités d'intervention. On peut travailler sur le trauma, sur l'attachement aussi, tandis qu'avec l'insensibilité émotionnelle primaire, qui serait, elle, plus génétique, là, c'est déjà plus compliqué. Alors, on peut travailler sur augmenter les facteurs de protection, diminuer les facteurs de risque, mais on n'est pas encore assez avancé dans notre compréhension pour pouvoir proposer des interventions précises et efficaces. Voilà, merci pour votre attention.